Alors, ce que je voudrais faire dans cette conférence, je ne suis pas sûre d'y arriver, c'est essayer de montrer ce que le sous-titre de mon intervention indiquait, à savoir ce qui, après Einstein, n'est plus comme c'était avant. Et justement, je pense que ce qui n'est que la psychanalyse a à voir là-dedans, non pas en tant que thérapie, mais en tant que processus, quelque chose qui est né à un certain moment, quelque part, en Autriche, à la fin du 19e, enfin à partir du début du 20e siècle, et que ceci, ça a à voir avec justement ce que Einstein a changé dans l'histoire de la pensée occidentale, a changé de façon définitive, à savoir le lien, la manière dont la physique se noue avec un certain type de pensée, qui est la pensée mathématique. Et ce que je voudrais montrer, mais je n'y viendrai qu'à la fin, c'est que à partir d'une figure dont vous avez peut-être entendu parler, qui est Hermann von Helmholtz, qui justement a été au milieu de sa forme, si je peux dire, entre 1840 et 1870, eh bien, il y a eu une séparation dans cette fameuse pensée occidentale. D'un côté, la psychanalyse, de l'autre côté, la physique mathématique, c'est-à-dire telle que la conçoit la théorie de la relativité revue et corrigée par Einstein. Autrement dit, je voudrais vous convaincre de ce petit montage que j'ai dans la tête, qui est que à un certain moment, vers 1850, s'est produit une réflexion dont Helmholtz est l'exemple le plus brillant, qui pouvait évoluer dans deux directions, que lui essayait de maintenir collés l'une à l'autre, mais qui se sont séparés et qui ont été d'une part la psychanalyse, je pense, et d'autre part la physique théorique mathématique telle qu'elle a été conçue à partir d'Einstein. Or, c'est pas un hasard quand même, tout ça vient d'un événement qui en lui-même n'a aucune signification, mais qui peut être considéré comme emblématique, à savoir que 1905 est une date capitale à la fois dans l'histoire de la physique et dans l'histoire de la psychanalyse. Et justement, à la suite de Helmholtz, qui lui règne plutôt sur la période antérieure de 20 ans auparavant. Il y a une génération entre les deux. Voilà, alors je vais repartir de la relativité, car la relativité, malgré le nom qui porte cette idée, n'est pas tellement intéressante en tant que ce qu'elle dit sur le relatif, la relativité, etc., mais en tant qu'elle a définitivement marqué le cours de la physique après que Einstein en ait fait ce qu'il en a fait. Donc je suis obligée de parler de la relativité dans un premier temps, mais encore une fois, mon objectif, c'est vraiment de montrer ce que par la théorie de la relativité d'Einstein, ce qui, après ça, ne pouvait plus être comme avant, et justement correspond à une bifurcation à partir de l'ensemble de la pensée scientifique occidentale telle qu'elle a été élaborée à la fin du XIXe siècle. Alors, sur la relativité, il règne sur la relativité, ou plus précisément sur la théorie de la relativité, il règne beaucoup d'imprécis. D'abord, la relativité ne date pas d'Einstein. Le principe de relativité, l'idée même de relativité, en fait, elle est fondatrice de la physique moderne, c'est-à-dire de la physique construite au XVIIe siècle en réaction contre la physique
telle qu'on la concevait jusqu'alors, c'est-à-dire celle héritée d'Aristote, des Grecs, mais surtout d'Aristote, et retransmise à travers le Moyen-Âge arabe et le Moyen-Âge européen à la Renaissance, et c'est à ce moment-là que justement s'est produite ce que certains appellent une coupure épistémologique, et qui a justement été un changement de ce que d'autres appellent un changement de paradigme, donc un changement de paradigme qui a créé la physique telle qu'elle se pratique à l'heure actuelle, telle qu'elle s'enseigne et telle que nous la concevons, et qui est en réaction contre cette ancienne physique, presque à contre-pied de cette ancienne physique. Alors, comme vous savez certainement, c'est Galilée la figure emblématique de ce renversement. Galilée, qui a vécu au début qui est né encore au XVIe siècle, mais dont les travaux les principaux travaux ont été effectués entre 1600 et 1648, c'est-à-dire dans la première moitié du XVIIe siècle. Et ce que dit Galilée, ce qu'instaure Galilée, c'est un principe de relativité. Alors, ce que veut dire, je reviendrai tout à l'heure sur le mauvais choix que représente le mot relativité pour dire ce que ça dit. Ce que veut dire Galilée, ce qu'il établit, c'est qu'il n'existe pas de point de vue privilégié sur le monde. Ou plus exactement, parce que c'est beaucoup plus subtil que ça, c'est que chacun peut avoir son point de vue sur le monde, tous les points de vue sont individuels et sont ce qu'ils sont, mais qu'il existe une classe de points de vue qui sont équivalents. C'est-à-dire que les gens, deux personnes qui ont des points de vue équivalents, peuvent se mettre d'accord sur ce qu'ils voient, même si ce qu'ils voient directement, ce qu'ils constatent, n'est pas la même chose. Autrement dit, ils ne constatent pas la même chose. Il y en a un qui voit que ça fait comme ça et l'autre que ça fait comme ça, mais pourtant, ils peuvent comprendre pourquoi il y en a un qui voit qu'il fait comme ça et l'autre qui fait comme ça, et même ils peuvent calculer la figure que voit l'autre. Autrement dit, ce que dit Galilée, pas dans ces termes évidemment, c'est qu'il existe sur le monde une classe de points de vue privilégiés parce qu'ils sont équivalents l'un à l'autre, c'est-à-dire qui permettent un accord sur le monde en question. Alors ils sont privilégiés parce qu'il existe aussi un tas d'autres points de vue pour lesquels la réconciliation ne peut pas avoir lieu. Et en somme, ce que introduit Galilée au XVIIe siècle, c'est l'idée que dans toute la diversité de nos impressions sensorielles et diverses, et bien dans toute cette diversité, on peut mettre de l'ordre, c'est-à-dire qu'il y a la possibilité de repérer un certain nombre de points de vue qui sont équivalents, avec la définition que j'ai donnée tout à l'heure de équivalence, c'est-à-dire la possibilité de se mettre d'accord sur le fait que ce que l'on observe, ce n'est pas la même chose, mais qu'il y a des raisons pour que ça ne soit pas la même chose et qu'on peut parfaitement imaginer quel est le point de vue de l'autre. D'une certaine façon, le principe de relativité, tel que l'imagine Galilée, c'est une sortie hors de soi pour imaginer le point de vue d'un autre. C'est pas plus malin que ça, d'une certaine façon. Mais c'est ça qui a permis ce changement de paradigme dont je parlais tout à l'heure, le passage de la physique aristotélicienne à la physique moderne, qui est aussi la science moderne, avec la notion d'objectivité. Parce que vous voyez bien que si
ceux qui sont représentants de points de vue équivalents peuvent se mettre d'accord sur ce qu'ils voient, et bien sur le fait que ce qu'ils observent, ce n'est pas la même chose, mais il est possible de comprendre pourquoi ce n'est pas la même chose et pourquoi c'est in fine produit par un seul et même événement sur lequel il n'y a aucune ambiguïté. Alors à ce moment-là, il y a de la possibilité de mettre de l'ordre dans tout ce divers individuel. En somme, c'est le remplacement de l'observation par un individu par une classe d'individus, ou pour parler plus correctement, d'un point de vue par une classe de points de vue équivalents. Alors, ça ne veut pas dire que tout est relatif, vous voyez, puisque justement, il est le fond de l'affaire, c'est que les points de vue ne sont pas les mêmes. Ils ne sont pas identiques, mais ils sont équivalents. Et toute la subtilité joue sur cette distinction entre identique et équivalent, dont on est toujours étonné qu'elle ne soit pas plus exploitée et pas plus ressentie. Entre l'égalité et l'équivalence, il y a un monde. Exemple là, les points de vue individuels, il n'y en a pas deux qui sont identiques, mais il est possible de trouver des points de vue qui sont équivalents. Alors, équivalents, évidemment, pour quelque chose, en l'occurrence, dans la manière d'observer le monde. Bien. Alors, donc ça, on voit très bien quel lien ça peut avoir avec l'objectivité, et il n'y a pas d'idée d'objectivité avant, justement, Galilée. Dans la physique aristotélicienne, l'objectivité, ça n'a pas d'existence, ça ne correspond à rien, on n'en parle même pas. Et l'objectivité devient un problème philosophique avec, justement, Galilée, puis ses successeurs, et Kant, qui est celui qui, en somme, a fait la philosophie de la science moderne, post-galiléenne. Alors, je vais maintenant être un peu plus précise pour vous donner une idée de la manière dont fonctionne Galilée, et avec lui tous ceux qui ont fait de la physique et de la science biologique ou autre après. Justement, tous soumis à cette exigence d'objectivité sans laquelle on a l'impression qu'il n'y a pas de science. Alors, Galilée commence par montrer que cette chose qui était passée inaperçue jusqu'au XVIIe siècle, à savoir qu'il y a des mouvements qui sont comme nuls. Et j'indique tout de suite que les points de vue qui sont équivalents selon Galilée, ceux qui vont être privilégiés et ceux qui permettent une description du monde qui soit objective, eh bien ce sont des points de vue qui diffèrent les uns des autres justement par ces mouvements qui sont comme nuls. C'est-à-dire A a un certain mouvement, B a un certain mouvement, et leur mouvement de B par rapport à A est d'un certain type, qui est justement ces mouvements qui sont comme nuls. Alors, je ne résiste pas au plaisir de vous lire Galilée. Galilée, qui est un auteur littéraire, on ne le sait pas tellement en France, mais c'est bien connu en Italie, où on apprend à lire dans Galilée, ou plus précisément, ça fait partie des morceaux choisis que l'on travaille dès l'école élémentaire, et a fortiori au niveau du collège et du lycée. Et je lis le passage dans lequel il explique ce qu'il entend par mouvement qui est comme nul. Je précise que c'est écrit en italien, à une époque où le monde savant communiquait en latin. C'est un peu comme si c'était écrit en wolof, alors que tout le monde communique en anglais à l'heure actuelle. C'est fait exprès, enfin c'est à dessein que Galilée écrit en italien, c'est justement
pour mettre de son côté, non pas le peuple, ça n'a pas beaucoup de sens en l'occurrence, mais en tout cas les honnêtes gens, ceux qui font fonctionner leurs neurones normalement, qui ne sont pas pris dans un système de relations et de savoir incrustés et qui réfléchissent sainement. Justement, dans la langue qui est leur langue vernaculaire, et pas en latin, qui à l'époque est évidemment en perte de vitesse en tant que langue, absolument pas en tant que langue de communication ordinaire, et même en tant que langue de communication scientifique. Alors, c'est un personnage d'un des dialogues de Galilée, sur le mode platonicien, les dialogues en question, qui dit « Enfermez-vous avec un ami dans la plus vaste cabine d'un grand navire. Et faites en sorte que s'y trouvent également des mouches, des papillons et d'autres petits animaux volants, qu'il soit disposé un grand récipient empli d'eau dans lequel on aura mis des petits poissons. Suspendez également à bonne hauteur un petit seau et disposez-le de manière à ce que l'eau se déverse goutte à goutte dans un autre récipient à col étroit que vous aurez disposé en dessous. Autrement dit, il y a de l'eau qui tombe dans une carafe à col étroit juste en dessous. Puis, alors que le navire est à l'arrêt, observez attentivement comment ces petits animaux volent avec des vitesses égales quel que soit l'endroit de la cabine vers lequel ils se dirigent. Vous pourrez voir les poissons nager indifféremment dans toutes les directions, sans plus d'effort dans une direction que dans une autre. Les gouttes d'eau tomberont toutes dans le récipient posé par terre. Si vous lancez quelque objet à votre ami, vous ne devrez pas fournir un effort plus important selon que vous le lancerez dans telle ou telle direction, plus précisément vers l'avant ou vers l'arrière du bateau, à condition que les distances soient égales. Et si vous sautez à pieds joints, comme on dit, vous franchirez des espaces semblables dans toutes les directions. Une fois que vous aurez observé attentivement tout cela, il ne fait aucun doute que si le navire est à l'arrêt, les choses doivent se passer ainsi. Faites se déplacer le navire à une vitesse aussi grande que vous voudrez. Pourvu que le mouvement soit uniforme et ne fluctue pas de ci, de là, je répète parce que c'est important, pourvu que le mouvement soit uniforme et ne fluctue pas de ci, de là, vous n'apercevrez aucun changement dans les effets nommés. Et aucun d'entre eux ne vous permettra de savoir si le navire avance ou bien s'il est arrêté. Je répète également ce bout de phrase parce que j'y reviendrai. Et aucun d'entre eux, les phénomènes observés, ne vous permettra de savoir si le navire avance ou bien s'il est arrêté. Si vous sautez, vous franchirez sur le plancher les mêmes distances qu'auparavant. Et si le navire se déplace, vous n'en ferez pas pour autant des sauts plus grands vers la poupe que vers la proue. Bien que, pendant que vous êtes en l'air, le plancher qui est en dessous est glissé dans la direction opposée à celle de votre saut. Si vous jetez quelque objet à votre ami, il ne vous faudra pas le lancer avec plus de force pour qu'il lui parvienne, que votre ami se trouve vers la proue ou vers la poupe, ou que ce soit le contraire. Les gouttes d'eau tomberont comme auparavant dans le récipient qu'on aura mis en dessous, sans qu'une seule goutte ne tombe du côté de la poupe, bien que, pendant le temps où la goutte est en l'air, le navire ait parcouru plus d'un empan. Les poissons dans leur eau nageront sans plus d'effort vers l'une ou l'autre partie du récipient dans lequel on les aura mis, et ils se dirigeront avec autant d'aisance vers la nourriture, quel que soit l'endroit du bord du bocal où elle aura été placée. Enfin, les papillons et les mouches continueront à voler indifféremment dans toutes les directions, et on ne les verra jamais s'accumuler du côté de la cloison qui fait face à la poupe, ce qui ne manquerait pas d'arriver s'ils devaient s'épuiser à suivre le navire dans sa course rapide. La conclusion, dit ensuite Galilée, c'est que ce mouvement du navire ne change rien à ce que vous observez et que par conséquent, il est comme nul. Le monde est le même pour
si vous l'observez quand le navire est arrêté, et si vous l'observez quand le navire est en mouvement, à condition que le mouvement se fasse sans à-coups de ci, de là, et uniforme. C'est ce qu'en termes plus scientifiques, mais pas à peine, on peut dire un mouvement de translation, c'est-à-dire sans rotation, et uniforme à vitesse constante. Donc, le mouvement de translation à vitesse constante, eh bien, il est le même, il est ce qui différencie deux points de vue équivalents. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, justement, et c'est ça aussi qui est important, vous ne pouvez pas, de ce que vous observez, du fait de ce que vous observez, dire si vous êtes en mouvement ou pas. Alors avec les moyens puisque ce mouvement ne change rien au monde extérieur. Alors avec les moyens modernes de transport, évidemment, on a tous l'idée, on a tous vécu cette impression, qui devait être beaucoup plus rare au XVIIe siècle, évidemment. Pour ce qui est de ne pas savoir si on est en mouvement ou pas, tous les enfants ont fait l'expérience de se demander, quand c'était le train d'à côté qui partait, si c'était pas le leur qui partait. Bon. Par ailleurs, quand vous êtes en avion, si l'hôtesse, pour vous servir le café, d'abord attend que l'avion ne soit plus en train d'accélérer pour monter, qu'il soit à vitesse de croisière, dans la direction en ligne droite, cap sur New York. Et dès qu'il y a un trou d'air, c'est-à-dire dès que les conditions ne sont plus uniformes, pof, tout le monde rentre dans... tout le monde doit cesser d'aller aux toilettes et tout le monde s'assoit. Bon. Alors, ça prouve bien que les choses se passent de la même façon tant que le mouvement de l'avion est uniforme, cap sur New York et par beau temps. Mais que dès que les conditions ne sont plus uniformes, c'est-à-dire que dès que l'avion soit tangue, soit atterrit ou décolle, soit tourne, ce qui n'y arrive pas beaucoup justement tant qu'il est au-dessus de l'Atlantique, mais qui peut arriver à d'autres moments, eh bien, dans ces cas-là, les choses ne se passent plus comme à terre, comme quand on est immobile. Alors, on sait bien qu'on n'est pas immobile, que la Terre tourne, etc. Mais justement, l'argument de Galilée, il est donné là pour s'opposer à ceux qui prétendent que si la Terre tournait autour du Soleil, comme l'a prétendu ce moine polonais, qui d'ailleurs est mort juste après avoir énoncé les choses qu'il avait dites, et que ses amis n'ont pas osé publier telle quelle, mais ont assorti d'une préface qui disait que c'est peut-être d'un coup et peut-être d'un que non. Donc, si l'argument des anti-coperniciens, Copernic ayant dit que il serait plus commode de penser que la Terre tourne autour du Soleil plutôt que le Soleil autour de la Terre, sous prétexte qu'il se lève à gauche et qu'il se couche à droite, eh bien... les anticoperniciens donc disaient si la Terre allait à la vitesse que vous dites, ça se sentirait. Alors, le fait est que nous ne sentons pas le mouvement de la Terre et qu'il faut que les chiffres sont même très stupéfiants. Je ne les ai plus en tête, là, j'aurais dû les regarder avant de venir, mais c'est de l'ordre de quelques kilomètres par seconde. Et nous, nous en apercevons pas. Bon. Alors, à cet argument, Galilée répond si la Terre est en mouvement, de toute façon, nous ne pourrons pas nous en apercevoir. C'est exactement comme quand vous êtes en bateau, vous avez regardé, le bateau est immobile
vous voyez certaines choses. Le bateau est animé d'une vitesse uniforme de translation. Vous voyez la même chose, et par conséquent, vous ne savez pas si le navire est en mouvement ou pas, si vous ne voyez pas défiler un paysage à côté. Et donc, il est impossible pour des gens sur Terre de dire si la Terre est en mouvement ou pas. Et donc, votre argument ne vaut rien. C'est donc dans cette bataille du copernicianisme qu'est née la physique, avec ce principe que l'on appelle depuis principe de relativité, qui dit que un certain type de mouvement est comme nul, et ça veut dire que quand la différence entre deux points de vue n'est que ce mouvement, alors les choses sont identiques. Bon. Et ça veut dire aussi que si vous avez l'impression que les choses ne sont pas identiques, c'est qu'il y a autre chose qui se produit. Ou bien c'est que vous n'êtes que les deux référentiels, comme on dit, pour parler soit du navire, soit de la Terre, soit de quelque chose par rapport auquel on se repère, s'ils ne sont pas en translation uniforme, exemple de l'avion, eh bien c'est le chamboulement général. Et on ne peut plus rien dire. Voilà. Alors, c'est ça le principe de relativité. Alors, pourquoi l'a-t-on appelé relativité? Ça, c'est encore une autre affaire. Cette appellation, elle est venue à la fin du XIXe siècle, même peut-être au début du XXe siècle. Elle a été introduite en fait par les Anglais, pour qui la relativity était un concept philosophique dont on a maintenant totalement perdu la mémoire. Mais dans les bibliothèques, on trouve des livres qui ont eu des succès de librairie absolument énormes, qui étaient écrits par des gens qui étaient tous bardés de diplômes et d'honneurs, professeurs à Cambridge, machin, etc., et qui parlaient de la relativité de la connaissance humaine. Tout ça pour dire que jamais la connaissance humaine n'atteindrait le niveau de la connaissance divine. C'était donc une école philosophique plus ou moins chrétienne, parce que bon, il suffisait qu'il y ait un être suprême d'une certaine façon pour que on n'a pas besoin de penser que cet être suprême c'est le Dieu des chrétiens. Donc il y avait toute une école qui disait qui prônait les limites de la connaissance humaine, qui jamais n'atteindrait la perfection de la connaissance divine. Bon. Et là-dedans, le mot relativité voulait dire que c'était relatif par rapport à un absolu qui était la connaissance divine. Et le mot a été choisi ensuite par Poincaré en France. Poincaré, c'était un mathématicien et un physicien de génie qui est mort en 1914 et qui a fonctionné entre 1870 et 1914, 13 je crois. 11 12 bon, d'une opération ratée de l'appendicite dans un hôpital, il faut le dire, et qui donc, Poincaré, a traduit le relativity des Anglais en relativité en tordant un peu le sens, et ça a été repris par les gens qui ont fait la théorie de la relativité telle qu'on en parle aujourd'hui, c'est-à-dire avec l'allusion manifeste à Einstein, en Allemagne, qui, eux, avaient lu Poincaré. Puisque Poincaré, c'était le plus grand mathématicien et physicien de l'époque. Donc, vous voyez, le mot, c'est toujours intéressant de voir comment les mots émergent, mais là, ça part d'une école philosophique relativiste, au sens de la relativité du savoir humain, par rapport au savoir divin. Ça passe à, chez Poincaré,
qui devait avoir des faiblesses pour ce point de vue, mais en tout cas ne les proclamait pas, et ce n'était pas son métier, il n'était pas philosophe. Et donc il traduit relativité par relativité, et des jeunes gens, dont Einstein, à ce moment-là en Allemagne, lisent et étudient, crayon en main, les œuvres de Poincaré parce que c'est le génie du siècle, et reprennent le même mot. Cela dit, le mot relativité, qui est donc la traduction de relativité en allemand, ne figure pas dans les écrits d'Einstein. En fait, lui, il l'a employé à la fin de sa vie parce que c'était devenu un mot très courant. Mais ce n'est pas lui qui l'introduit dans la physique. Il a été introduit une dizaine d'années plus après 1905, qui est sa fameuse année dans laquelle il a produit sa propre théorie de la relativité, j'y viens, mais ce n'est pas lui qui a introduit le mot. Bon, mais il n'a rien dit contre, hein, sauf qu'il n'a cessé de dire que, en fait, ce n'était pas vraiment une théorie de la relativité, c'était même plutôt le contraire, comme je vais l'expliquer maintenant. Donc, si vous voyez, il faut distinguer entre le principe de relativité, qui veut dire qu'il existe des points de vue équivalents sur le monde, et les théories de la relativité, qui, elles, sont différentes. Il y a celle de Galilée, il y a celle d'Einstein, première manière, qu'on appelle relativité restreinte, et puis il y a celle d'Einstein, seconde manière, 11 ans plus tard, qu'on appelle relativité générale. Mais ce sont toutes les trois des théories de la relativité reposant, comme il se doit pour des théories physiques, sur un certain nombre de principes, dont le principe essentiel est le principe de relativité. Mais ce sont en somme des élaborations, toutes les trois, à partir du principe de relativité, et dont les différences portent sur le domaine d'application du principe de relativité. Alors pour Galilée et son successeur immédiat Newton, puisque Newton est né l'année où Galilée est mort. Pour eux, le principe de relativité s'applique au mouvement et à tout ce qui est animé de mouvement, à savoir tous les objets matériels. Donc, d'une part, et d'autre part, les points de vue qui sont équivalents, ce sont ceux qui sont en translation uniforme les uns par rapport aux autres. Maintenant, je passe à Einstein, première manière. Ce que dit Einstein, c'est que le principe de relativité ne vaut pas que pour la matière en mouvement, il vaut également pour tout le reste du monde, et parmi ce tout le reste du monde, il y a la lumière, dont Galilée ne parle pas, mais c'est faute, je veux dire évidemment, on ne pouvait pas faire une théorie physique tout de suite de tout. Bon. Donc, pour Einstein, le domaine d'application est élargi, il inclut les phénomènes lumineux, je vais revenir là-dessus, et par ailleurs, mais il conserve le type d'équivalence pour les points de vue, à savoir qu'ils diffèrent par un mouvement de translation uniforme. Et je finis sur cette question de terminologie. Dans la relativité revue et corrigée par Einstein lui-même en 1916, qu'on appelle relativité générale, à ce moment-là, le principe de relativité qui déjà s'appliquait au monde tout entier, maintenant ce qui change, c'est la définition de l'équivalence. On laisse tomber ce privilège assez peu démocratique, comme dit plaisamment Einstein, qui est celui des translations uniformes, et on décrète que tous les points de vue sont équivalents. Ce qui suppose justement d'en rabattre sur autre chose, puisqu'on sait bien que dans la vie, grossièrement, tous les points de vue ne sont pas équivalents. L'exemple de l'avion est là pour le montrer. Alors, je reviens à Einstein 1905 et j'ai dit, c'est la même chose que Galilée, à ceci près
qu'il inclut comme domaine de validité d'application du principe la lumière. Alors, ceci, c'est pour une raison bien simple, c'est qu'entre 1630 et 1905, la physique avait évolué. Et on avait inclus la lumière dans ce qui est considéré comme physique depuis Galilée, c'est-à-dire ce qui est mathématisable. Et on avait même construit une théorie mathématique assez élaborée du point de vue des mathématiques pour décrire la lumière. C'est la théorie de Maxwell. Maxwell, c'est un physicien écossais, enfin britannique, parce qu'il a fonctionné entre Édimbourg et Cambridge, qui a fait une théorie des phénomènes lumineux, qui est une théorie mathématique, assez élaborée du point de vue des mathématiques, autant la théorie les théories qui, style Galilée, sont faciles à comprendre. La preuve, c'est qu'elles sont enseignées dès la seconde, ou la première, je ne sais plus. Bon, enfin, très tôt. Et la théorie de Maxwell, elle ne peut être enseignée qu'en 3e ou 4e année, complètement en tout cas, d'études de physique à l'université. Donc vous voyez, c'est pas du tout le même degré de complexité. Et la théorie de Maxwell, donc, elle donne une description des phénomènes lumineux, qui plus est une description d'une précision absolument phénoménale, totalement inconnue à l'époque. C'est quelque chose qui reste d'ailleurs toujours très étonnant, même maintenant où on a fait des progrès. Il y a des théories qui sont plus performantes du point de vue de la précision que celles de Maxwell, mais pas énormément. Et or, cette théorie, pour belle parce que les équations sont magnifiques, et précise parce qu'elle est d'une précision extraordinaire, ce dont on s'est très vite aperçu, eh bien, malgré toutes ces qualités, elle avait un défaut énorme, et qui était qu'elle ne satisfaisait pas au principe de relativité. Alors, je n'entre pas dans le détail assez technique de cette non-satisfaction. Les équations de Maxwell disaient que la vitesse de la lumière devait être la même d'un certain point de vue et d'un autre équivalent. Or, il est évident que la vitesse d'un mobile dépend, quand vous regardez, si vous regardez une souris, il n'y en a pas beaucoup, espérons-le, dans un train, par rapport au train, elle a une certaine vitesse, mais par rapport au quai, le train étant un TGV qui passe, elle a une vitesse qui est augmentée de 160 km à l'heure. Donc, il n'y a aucune les vitesses s'ajoutent, nous sommes habitués à ça, ou se retranchent, c'est selon la direction, mais on ne peut pas, rien n'a la même vitesse dans deux référentiels équivalents, c'est-à-dire en translation l'un par rapport à l'autre. La vitesse de translation d'un des référentiels par rapport à l'autre doit être ajoutée, si on mesure la vitesse dans le premier référentiel, d'un objet qui se déplace dans le second. Je crois que vous avez l'air de froncer les sourcils. Est-ce que vous voulez que je reprenne ? Oui. Bon, je veux dire que les vitesses s'ajoutent en théorie galiléenne, newtonienne. C'est quelque chose que nous savons parfaitement bien. Non pas une souris, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à une souris, ça doit être à cause de cette histoire de rats qui circule dans les prisons d'UVA, comme j'ai entendu à la radio ce matin. Enfin, je vous livre ça, vous qui êtes psychanalyste. Alors, toujours est-il, je marche dans un TGV dans la direction du de parcours du TGV. Je vais à, 3 km à l'heure. Donc quelqu'un qui est dans le TGV me voit et dit elle marche à 3 km à l'heure. Maintenant, quelqu'un qui est resté sur le quai et qui voit passer le TGV
et moi marchant dans le TGV, eh bien, par rapport pour lui, il lui dira que par rapport à lui, j'ai une vitesse qui est celle du TGV plus les 3 km en question, c'est-à-dire 160 km par heure plus 3 km par heure. Bon. Donc, en bonne physique classique, les vitesses s'ajoutent. Et justement, la lumière fait exception. C'est comme si la lumière était d'une nature particulière. Alors, ça correspond aussi à l'idée qu'on s'en fait. Personne n'a l'idée que la lumière c'est de la matière, ou en tout cas on n'avait pas l'idée du tout à cette époque-là. Peut-être que maintenant, avec la vulgarisation scientifique, on peut se dire qu'il y a des choses en commun, mais à l'époque c'était radicalement différent. Mais c'était ennuyeux parce que justement, comment faire le raccord entre la matière et la lumière, puisque la matière obéissait à une certaine théorie physique qui était celle développée depuis Newton et Galilée jusque-là, et la lumière, elle, a une autre théorie physique ne répondant pas aux mêmes principes de base. Il y avait là évidemment un hic que Maxwell avait parfaitement vu et que tout le monde avait parfaitement vu. Et pourtant, la théorie en question était à la fois belle, ça compte pour un physicien, même si ça ne veut pas dire grand-chose, ça compte, et surtout extrêmement précise, et ça pour les expérimentateurs et les positivistes, ça veut dire quelque chose. Donc on en était là. Et ce qu'a fait Einstein, qui quand même manifeste une maîtrise phénoménale, une maîtrise intellectuelle extraordinaire, il a dit il faut que la théorie de Maxwell et la théorie de la matière soient soumises au même principe. Il y en a un qu'on a déjà, c'est le principe de relativité galiléen. Il faut soumettre la théorie de Maxwell à être conforme au principe de relativité, et en particulier il faut expliquer que la vitesse de la lumière soit la même dans deux points de vue équivalents, mais certainement pas il faut donc abandonner l'idée d'une addition qui nous semble tout à fait naturelle, d'une addition des vitesses. Or, une vitesse, c'est un rapport d'un espace sur un temps, et par conséquent, il en a déduit qu'il fallait modifier nos conceptions de l'espace et du temps. Ni vu, ni connu, enfin, c'est tout. Il avait 24 ans. C'est dire quand même. Bon. Alors, c'était pas le dernier cancre du système d'éducation. Hein. Il sortait de l'école polytechnique de Zurich, qui, n'en déplaise à l'X, est quand même meilleur du point de vue de l'enseignement. Était surtout, je ne me prononce pas sur ce que c'est maintenant, mais qui à l'époque était nettement meilleur que l'école polytechnique de Paris, sur le modèle de laquelle elle avait été créée d'ailleurs. Bon. Toujours est-il que Einstein déclare on est en face d'une contradiction. D'une part, la vitesse de la lumière doit être constante selon deux points de vue équivalents. Or, ça, c'est contraire. Je déclare qu'elle l'est. Point. Et d'autre part, je déclare que tout, y compris la lumière, la matière et la lumière, obéit au principe de relativité. C'est ça la théorie de 1905, théorie de la relativité restreinte d'Einstein. C'est en fait l'aboutissement de la physique classique, physique qui parle, comme son nom l'indique, de la nature. La nature, c'est à la fois de la matière, la nature inanimée, c'est à la fois de la matière et de la lumière. Le travail n'était pas achevé tant qu'on n'avait pas une seule théorie donnant l'ensemble des phénomènes. C'est donc ce qui arrive en 1905. Et alors, pour ce faire, évidemment, il ne suffit pas de décider comme ça et puis que les choses vont vous obéir. Il montre, Einstein, par un raisonnement mathématique qui n'est pas très difficile,
plutôt moins compliqués que ceux qui sont à l'œuvre dans la théorie de Maxwell. Il montre qu'on peut très bien s'en tirer, que ces deux principes qui ont l'air contradictoires, la vitesse de la lumière est la même dans deux référentiels en translation uniforme, et ces référentiels sont équivalents, on peut très bien s'en tirer à condition de modifier les notions d'espace et de temps, comme je viens de le dire tout à l'heure. À condition de modifier les notions d'espace et de temps, mais aussi de modifier l'idée qu'on se fait de la lumière. Parce que si la lumière a justement un comportement bizarre, puisque en somme on ne peut rien ajouter à la vitesse de la lumière, puisque c'est la même selon que l'on la mesure. Quand je marche, moi, le bonhomme reste à quai, il me voit passer avec une vitesse qui n'est pas celle avec laquelle les gens me voient passer qui sont dans le même train que moi, mais pour la lumière c'est la même chose. Pour ceux qui regardent la lumière et qui sont dans le train, et ceux qui voient passer le flash de lumière porté par le train en mouvement. Donc la lumière en fait n'est pas un objet comme les autres, ce qui conserve une certaine, ce qui est normal d'ailleurs, on le sent bien que c'est pas la même chose, c'est-à-dire que ce n'est pas un objet avec une masse comme qui est le prototype des objets de la physique classique, et par conséquent parler d'une vitesse pour quelque chose qui n'est pas un objet de la physique classique, ça n'a pas de sens. La vitesse, ça s'applique à des objets matériels que l'on peut idéaliser en disant que ce sont des points avec une masse, ce qui en soi d'ailleurs n'a aucune signification, parce que un point, ça n'a pas de volume. Comment la masse qui est liée au volume peut-elle être concentrée en un seul point? Mais c'est une idéalité fructueuse en ceci que on peut garder dans un coin de sa tête que c'est pas vrai, que c'est totalement idéal, mais ça n'a pas de conséquences. En revanche, penser que la lumière a une vitesse, comme on le pensait quand implicitement on essayait de comprendre pourquoi ce qu'on appelle sa vitesse, qui est mesurée, il y a des manières de faire, est invariante quand on change de référentiel équivalent dans un autre, eh bien c'est le genre de présupposé de langage qui coûte cher. Alors donc voilà où on en est avec Einstein en 1905. Et vous voyez aussi que ça modifie, j'ai essayé de le montrer avec cette analyse du mot vitesse, que ça modifie la manière dont on se représente la lumière. Parce que qui était jusqu'à présent, on se l'a représenté comme quelque chose d'uniforme, une onde, etc. Et avec la relativité, cette représentation de la lumière ne vaut plus, et là se situe un autre coup d'éclat d'Einstein qui, la même année, montre que la lumière n'est pas, comme on le croit, une onde, ou plus exactement n'est pas qu'une onde, elle est aussi un objet qui transporte, alors non pas de la masse, mais de l'énergie. Bon. Alors pourquoi de l'énergie? Ceci me ramène justement à la fin du 19e siècle et à Helmholtz, dont j'ai parlé en commençant. À la fin du 19e siècle, avec le succès de la thermodynamique qui est fondée sur la notion d'énergie, justement, la notion d'énergie était apparue comme peut-être la grandeur, la chose la plus importante. Je m'explique un peu mieux. Helmholtz, justement, alors il s'appelle Hermann von Helmholtz, avait dans sa jeunesse, très tôt en 1840, avait établi ce qu'on appelle le premier principe de la thermodynamique. Alors la thermodynamique, c'est l'étude du comportement physique des systèmes
avec la température, avec la chaleur, avec la température. À l'époque, on ne faisait pas bien la différence entre température et chaleur. Non, je ne pense pas qu'elle soit tellement bien incrustée dans toutes les têtes, mais enfin, c'est pas le moment de dire un mot là-dessus. Le premier principe de la thermodynamique est la constance de l'énergie. C'est-à-dire que si vous regardez un processus, vous avez avant le processus un certain état initial, après le processus un certain état final, alors en principe du monde entier, mais quand vous êtes dans votre laboratoire, il suffit de regarder le système qui subit le processus en question. Donc il a un état initial, un état final. Et ce que dit le principe de Helmholtz, principe de conservation d'énergie, c'est que le processus qui a changé l'état du système, entre initial et final, c'est fait à énergie constante. C'est un peu comme une espèce de cahier de compte où on a les dépenses et les recettes et à la fin il faut que ça fasse zéro. Donc il y a une espèce de comptabilité épicière de l'énergie, et l'énergie est justement cette chose qui a un rapport avec l'argent, qui comme l'argent justement peut faire l'objet d'un bilan avant, après et résultat zéro. Bon. Là-dessus, la thermodynamique s'est développée avec un second principe, etc., etc., et ça a donné diverses choses. Mais en même temps, les gens se sont mis à réfléchir à la signification du premier principe, celui de Helmholtz, la conservation de l'énergie. Ça veut dire en fait que dans une transformation, celle que j'ai assez abstraite dont j'ai parlé, entre un état initial et un état final pour un certain système, eh bien, il peut se passer beaucoup de choses. On peut pousser le système, on peut le tirer, on peut le chauffer, on peut le mettre dans un champ électrique, on peut le mettre dans un champ magnétique, on peut faire bien des choses sans modifier la structure massique, ou plus exactement la structure matérielle du système en question. Eh bien, ce que dit le principe de Helmholtz, principe de conservation de l'énergie, c'est que dans cette transformation de l'état initial à l'état final, il y a simplement modification d'une forme d'énergie dans une autre, mais que au total, si on fait le décompte de tous les types d'énergie avant et après, eh bien le total est le même. De même que vous pouvez avoir des dépenses de chauffage, comme des dépenses de coiffeur, comme des dépenses de ceci, comme des... Bon. Le total, et puis vos recettes, vos ressources, et au total, ça doit faire zéro. Alors, d'où l'idée que le concept fondamental de la physique, ce n'est peut-être pas, comme on avait pensé jusqu'à maintenant, cette masse ponctuelle dont j'ai parlé tout à l'heure avec sa vitesse, etc. Que peut-être l'énergie, qui est justement ce qui se conserve et donc qui est susceptible d'un traitement mathématique, et il ne faut pas oublier quand même que la physique est mathématique, plus exactement que les mathématiques ont cette relation particulière à la physique, qu'elles peuvent produire des connaissances proprement physiques. Vous partez d'un certain type de relations qui sont des lois de la physique, vous faites fonctionner les mathématiques là-dessus, et bien ça vous donne une autre loi de la physique. Ensuite, il reste à vous de voir quel est le phénomène que vous avez ainsi découvert. Parce que quand même, il faut que ça existe dans le monde, sinon on ne peut pas vraiment être satisfait. Donc, toujours est-il que toutes ces choses, toutes ces idées avaient fait qu'à la fin du XIXe siècle, l'énergétisme, comme on dit, était devenu la philosophie principale des physiciens, ou en tout cas
que la question de savoir si l'énergie n'était pas la chose la plus importante pour comprendre le monde était très importante. Et c'est là que arrive justement Helmholtz, enfin c'est lui d'ailleurs qui est à l'origine de ça. C'est pas pas tellement, il n'a pas tellement fait de commentaires sur ce qu'il avait trouvé. Les gens s'en sont chargés autour de lui, et c'est là-dedans que se situent justement les gens chez qui Freud a travaillé, Wundt, etc., Müller, etc. Ce sont des gens qui étaient des adeptes de Helmholtz, pour qui l'énergie, qui est un concept qui a une certaine histoire dans la psychanalyse, était le concept principal. À ces énergétistes appartenait aussi tout un courant de chimistes, évidemment, puisque les transformations d'un type d'énergie en une autre, d'énergie chimique en énergie lumineuse, par exemple, c'est quelque chose qu'ils connaissent bien. Et donc, c'est dans ce panorama de la physique propre à l'histoire de la physique que se situe la psychanalyse. Mais c'est aussi dans ce panorama que se situe la théorie d'Einstein. Et théorie qui, elle, ne dit jamais, Einstein n'a jamais été un énergétiste, il était plutôt, parce que tout le monde n'était pas énergétiste, il y avait à côté des gens qui pensaient que il fallait que l'énergie, c'était pas un bon concept parce que c'était pas un concept élémentaire, qu'il fallait construire le monde pièce par pièce avec des points matériels, de la lumière, bon, que soit onde, soit particule, on ne savait pas très bien, mais que le fond de la physique et le propre de la physique, le devoir de la physique, c'était de construire un édifice physico-mathématique à partir d'éléments de base, et pas cette vision englobante de l'énergétisme. Et Einstein, lui, il appartient à ce deuxième courant, opposé à l'énergétisme, mais non pas opposé à Helmholtz, car Helmholtz lui-même n'a jamais tranché entre les deux courants. Il est à l'origine du courant énergétiste par l'une de ses découvertes, mais il n'est pas du tout à l'origine, je veux dire, il n'était pas énergétiste pour autant. Il était lui-même aussi partisan de cette construction pièce à pièce. Alors, là, intervient une circonstance intéressante pour ce qui nous concerne, ce qui vous concerne et moi aussi aujourd'hui. Helmholtz était en fait un physiologiste. C'est-à-dire que Helmholtz avait fait des études de physiologie. Il a obtenu une chaire de physique à l'université de Berlin à la fin de sa carrière, mais auparavant, c'était le grand physiologiste, le physiologiste de l'université de Berlin. C'est comme si un médecin devenait professeur de physique. Bon, alors c'était possible peut-être au XIXe siècle où on pouvait être suffisamment versé dans tout. Et c'est en pensant à la physiologie d'ailleurs que Helmholtz avait eu l'intuition de son théorème de conservation de l'énergie, qui a été reprise par les physiciens, mais que pour lui, c'était une partie de ses recherches en physiologie. Alors, Helmholtz, à force de travailler toujours, aux choses auxquelles il travaillait, évidemment, ne pouvait pas, d'autant qu'il avait la fibre philosophique, ne pouvait pas ne pas réfléchir à ce qu'il faisait. Et pour lui, il avait comme ambition d'expliquer les sensations. Il voulait unifier la physiologie et la physique et rendre mathématique et mathématisable toute la suite qui va d'un événement qui se produit dans la nature au phénomène physique qui accompagne
la production de cet événement dans la nature, de la lumière par exemple. Ensuite, cette lumière tombe sur votre œil ou bien tombe sur un appareil photo, ou peu importe. Lui, il voulait étudier comment se passe justement le transfert d'énergie de la lumière sur les cellules nerveuses dans les yeux et de là dans le cerveau. Et dans le cerveau, en somme, c'était s'il était arrivé jusqu'au cerveau, la partie aurait été presque gagnée parce qu'il était partisan du fait que les mathématiques sont une production du cerveau. Donc son idée, c'était de mathématiser l'ensemble des relations qui fait que nous percevons le monde et nous l'expliquons en une seule théorie mathématisée qui irait d'un fait Tatsachen jusqu'à son explication par une théorie mathématisée. Alors, on peut dire, et je terminerai par là, d'une certaine façon, que Einstein, c'est celui qui a justement circonscrit ce dont les mathématiques pouvaient parler. C'est-à-dire que la physique et les mathématiques conjointes, c'est un type de raisonnement qui fonctionne à partir de principes dont on déduit par un raisonnement mathématique et physique, mais mathématico-physique ou physico-mathématique, dont on déduit un certain nombre de choses, mais on ne s'occupe pas de savoir comment les faits, d'où viennent les sensations de couleurs, etc. On est dans ce que certains ont appelé une élimination aussi forte que possible de l'ego, ce qui va bien avec l'idée même du principe de relativité, puisque c'est remplacer un ego qui a une certaine perception du monde, le remplacer par une classe équivalente d'égos qui ont des perceptions équivalentes, donc, il s'agit en somme de mettre de côté tout ce qui est personnel, individuel, etc., au maximum, alors que Freud, la psychanalyse, de l'autre côté, qui est justement une insistance sur l'ego, mais avec la même préoccupation de rationalité et d'enchaînement des événements les uns aux autres. Et c'est pas par hasard que une des phrases les plus célèbres de Helmholtz, c'est « toute chose a une explication », qui est quand même aussi un peu, me semble-t-il, à la base de la psychanalyse, à savoir que tout s'explique, que même si les lapsus lingués ont une explication, que si vous faites pipi au lit, ça, excusez-moi, c'est la version ultra vulgarisée de la psychanalyse, il y a une explication, etc., etc. Donc, je pense qu'il n'est pas inutile, quand on pratique la psychanalyse, on part de savoir d'où elle vient. Elle vient en fait, entre autres choses, de cette espèce de scission, un peu comme à Lyon, un fleuve deux fleuves, enfin là c'est en sens inverse, bon, le Rhône et la Saône se rencontrent pour former le Rhône, et bien donc en sens inverse, le Rhône se divise en Saône et Rhône, et bien je pense qu'il n'est pas inadéquat et impropre de considérer que la mathématisation extraordinairement féconde que connaît la physique depuis Einstein et l'invention par Freud de la psychanalyse, ce sont comme le Rhône et la Saône par rapport au Rhône en dessous de Lyon.